Bonjour, bienvenue dans Point de vue, merci de nous suivre, restez avec nous, posez vos questions. Voici les sujets que nous avons retenus aujourd'hui. Emmanuel Macron à Calais, évidemment, et ses propos sur l'immigration, pour la plupart fermes. Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous parlerons aussi de vos attentes, celles exprimées dans un sondage dont le Figaro a fait sa une ce matin. Et on verra, ce n'est pas vraiment une surprise, que l'immigration et la sécurité sont au premier rang de ses priorités. Autre sujet assez voisin, finalement, celui de la démographie, avec une fécondité en baisse, selon le rapport annuel de l'INSEE. La faute à qui? À la politique familiale du quinquennat Hollande? Peut-être nous allons en débattre. Et enfin, nous vous proposons de nous pencher sur le sort de l'Airbus A380, un rêve qui pourrait virer au cauchemar. On verra pourquoi. Bonjour, Alexis Lacroix. Bonjour Marie-Amélie. Vous êtes directeur de la rédaction déléguée de l'Express. Vous êtes un habitué de Point de vue, mais là vous nous faites et vous me faites le plaisir de changer votre jour, comme on disait autrefois pour les salons mondains. Et donc vous êtes là ce mardi. Merci Alexis. Merci de votre invitation. Et vous publiez, ça vient de sortir, J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Daniel Bilalian. Bonjour. Vous aussi, merci de participer régulièrement à Point de vue. Vous êtes ancien directeur des sports de France Télévisions et présentateur du 20h et vous avez écrit Les Évadés. C'est paru aux Presses de la Cité en 2016 et ça narre les exploits des prisonniers français pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Vous êtes analyste en communication et stratégie politique. Vous avez été conseiller de Dominique de Villepin à Matignon. Et votre dernier livre porte sur la refondation de la droite, paru aux éditions Salvator. Bonjour Marc Landré. Bonjour. Rédacteur en chef au service économie du Figaro. Et vous êtes là pour compléter cette fine équipe. Merci à tous les quatre. Et donc notre premier sujet, le président de la République jouait gros à Calais aujourd'hui. Et il s'est impliqué physiquement même, en haussant le ton, en masquant à peine sa colère contre les accusations d'inhumanité qu'il juge mensongères. Fermeté, légalité, responsabilité, ce sont les trois mots-clés répétés tout au long de son discours. Le président sait qu'il sera jugé sur sa capacité à faire passer sa loi sur l'immigration et l'asile. Il sait aussi qu'une large partie de l'opinion est derrière lui, comme on va le voir. Je vous propose donc de l'écouter, puis on en reparle. Calais n'est pas une porte d'entrée dérobée vers l'Angleterre. Et je veux être ici très clair. Cela continuera à être le cas. En aucun cas, nous ne laisserons ici se constituer ou se développer des filières illégales. En aucun cas, nous ne laisserons ici se reconstituer une jungle ou une occupation illégale du territoire. Alors je vous propose, s'il vous plaît, un rapide tour de table. On va poser la même question que celle qui est posée à nos internautes. Est-ce que Emmanuel Macron vous a convaincu? C'est compliqué, mais en quelques mots, pouvez-vous nous répondre? J'ai écouté, j'ai trouvé des mots intéressants sur la fermeté, mais je n'ai pas été convaincu parce que moi, ce que j'attends comme les Français, c'est de voir ce qui va réellement se passer. Résultats. On a été sur fermeté et humanité en même temps. Alexis Lacroix. Écoutez plutôt, parce qu'il affronte au fond une partie de l'opinion, qui n'est pas la partie majoritaire, mais qui est une partie importante, disons, chez les représentants des faiseurs d'opinion, on va dire au sens large du terme, et peut-être aussi des autorités de la culture. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, on maltraite délibérément, on laisse maltraiter délibérément au sommet de l'État les migrants à Calais. Je ne me prononcerai pas forcément sur ce point-là, mais en revanche, ce qui est absolument évident, c'est que ce déplacement au contact du président de la République, il a été voulu aussi pour répondre à cette frange-là de l'opinion. Celle, au fond, qui a lu l'Obs, nos confrères de l'Obs cette semaine. Et sa couverture avec la tête d'Emmanuel Macron et les fils de fer barbelés. Et qui représente un Emmanuel Macron avec les fils de fer barbelés. Et donc, je crois que ce déplacement, c'était aussi pour dire à ces humanistes, au fond, qui sont armés de bons sentiments, attendez, je ne suis pas le tortionnaire que vous voudriez vous représenter. Je suis un président de la République qui va savoir allier les principes fondamentaux, au fond, de la générosité française, de l'esprit français, avec aussi l'éthique de responsabilité qui est inhérente à ma fonction. Je ne peux pas accueillir toute la misère du monde. Il a voulu le rappeler avec des mots renouvelés, mais qui rappellent ceux de Rocard, ceux célèbres de Rocard. Une réponse aux faiseurs d'opinion, comme le dit Alexis, Frédéric Sinclair? Oui, je pense que plus largement, aux faiseurs d'opinion d'ailleurs qui se sont exprimés dans une tribune aujourd'hui. On va en parler. Et puis à une frange de la population qui a vu ce glissement à droite du
président de la République, qui est passé d'un humanisme, d'une éthique de conviction finalement, dans laquelle une partie de la gauche, qu'on pourrait presque appeler la gauche morale, se reconnaissait, et qui aujourd'hui leur glisse entre les doigts. Et puis c'est une éthique de responsabilité qui vient remplacer l'éthique de conviction, c'est-à-dire que quand on est aux affaires, il y a un moment où on est obligé de traiter les choses, et on se rend compte que les bons sentiments font très souvent une mauvaise politique. Et donc il y a une nécessité à un moment de renoncer à ces bons sentiments et de faire la part des choses. Et il semblerait, on n'est encore que dans la partie de la communication, mais il semblerait que la volonté d'Emmanuel Macron soit de confirmer les textes et la position de son ministre de l'Intérieur, et donc d'être ferme sur un certain nombre de points. J'attends de voir réellement jusqu'où il va aller. Donc, moitié. Plutôt modéré, plutôt dans l'attente, comme c'est 25% de Français. Marc Landré, il joue l'opinion contre la gauche morale ? Il joue l'opinion, il fait de la communication comme il le fait depuis qu'il a été élu. Il y a une peur, il y a une crainte qui se cristallise à Calais. Il est là pour y répondre. Il va au contact et au combat comme il aime le faire. Et il n'a pas peur de désavouer une partie de l'intelligentsia française qu'il a été habitué à se mettre à dos depuis qu'il a été élu, en faisant effectivement une politique plutôt classée à droite. Maintenant, et on le verra avec le deuxième sujet, c'est effectivement les questions d'immigration, les questions de sécurité, parce que les deux sont liés, il ne faut pas se mentir, en tout cas dans l'esprit des gens. Le président de la République s'y attaque. Il tente d'y répondre. On verra effectivement si ça sera suivi d'actes. C'est plus compliqué en la matière. Mais là, en l'occurrence, on n'aura pas 18 mois ou 24 mois à avoir des résultats. Soit une jungle se reconstitue et il est désavoué, soit il y a des problèmes d'immigration et de sécurité qui continuent à avoir, il sera désavoué. On a besoin d'actes rapides, concrets et directs. Le discours aux forces de l'ordre, il était attendu aussi, parce que les policiers sont critiqués par certains pour leur façon de... Oui, en même temps, il leur a dit s'il y a des manquements à la loi, nous ferons le nécessaire, mais il les a reçus personnellement, il s'est exprimé devant eux, il leur a apporté son soutien. Moi, je reviens normal, ça, il n'y a rien. Non, normal, non, plus rien n'est normal aujourd'hui. Quelqu'un aurait pu dire, après tout, c'est de la faute des policiers s'il y a des migrants à Calais. Moi, je pense que où il a été le meilleur ce matin, ça a été sur le problème de tous ces, j'allais dire, braves gens qui veulent se préoccuper de ces migrants. Il y a une forme de zadisme de l'humanitaire là à Calais, qui n'est pas forcément... Une forme de zadisme de l'humanitaire. Oui, mais vous voyez, de gens qui veulent... parce que le problème, on l'a dit à l'instant, je veux dire, il y a un sondage qui est sorti, vous avez plus de 80% des gens qui disent halte à l'insécurité et à l'immigration. Et pour eux, on ne doit pas faire amalgame, mais moi je le fais, c'est exactement la même chose. Donc ce que pensent 80% des Français en général, c'est arrêtons l'immigration. Et on avait entendu M. Macron nous parler de checkpoint en Libye où il empêcherait les migrants de venir sur le continent, on n'en parle plus. Il ne s'adresse jamais aux pays d'où viennent ces migrants, leur disant faites le nécessaire pour que ce ne soit plus le cas. Je veux dire, en dehors des pays en guerre comme la Syrie, vous avez des pays comme l'Albanie, vous pouvez dire au président albanais, dit-on, il y a un maximum d'Albanais qui viennent en France, vous êtes un pays en totale paix civile, faites quelque chose, faites le nécessaire, faisons-leur la leçon. C'est pas de notre faute si le gouvernement albanais est corrompu et que les gens fichent le camp. On va y revenir à tout ça. Je vous propose d'abord d'écouter deux avis contraires sur le sort réservé aux migrants. Celui de Monseigneur Aupetit. Monseigneur Aupetit, c'est le nouvel archevêque de Paris. Et celui de Natacha Bouchard, qui est maire Les Républicains de Calais. On les écoute et on reparle. Le message, c'est qu'il faut quand même de la délicatesse surtout. Ce que j'ai eu comme témoignage, c'est que quelquefois, il y avait quand même des éléments de brutalité. Et cette brutalité-là, c'est ça qui est insupportable pour les gens qui sont là. Brutalité de la part des pouvoirs publics, de la force publique. Sans doute parce qu'ils ont effectivement des ordres pour le faire. Hein. Je suis désolée, mais quand on attaque la rocade portuaire ou quand on attaque les forces de l'ordre avec des barres de fer, de la caillasse, des cailloux, des objets qui pèsent plus de 50 ou 100 kilos, on ne les trouve pas comme mais ça c'est quotidien, sur les ça, chemins. Natacha Bouchard, oui, c'est quotidien. Et encore hier soir à 22h, le sous-préfet m'appelait pour m'informer d'une rixe entre migrants à barre de fer où les forces de l'ordre se sont fait caillasser. C'est tout simplement inacceptable. Alexis Lacroix, on le rappelait. Julien Drey a parlé de rafles. La couverture de l'Obs la semaine dernière, c'était effectivement ce qu'on a rappelé avec les fils de fer barbelés, le Clésio, le déni d'humanité. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Alors, déni d'humanité, je ne pense pas qu'on en soit là. Rafle, c'est une utilisation politique. Julien Drey, j'ai une certaine admiration pour lui, mais c'est un animal politique. Quand il dit un mot, c'est avec une intention politicienne. À l'évidence, Julien Drey, en plus, n'a pas renoncé totalement
à jouer un rôle futur au Parti socialiste. Et donc, évidemment, il est dans une posture. Absolument. Quand il utilise un tel mot, donc il connaît la charge symbolique et historique, c'est aussi pour rallier des suffrages. Après la couverture de l'Obs, qui déjà a été connotée. Oui. C'est aussi pour rallier des suffrages derrière lui. Donc là, je ne prendrai pas au sérieux ce type de vocable. En revanche, je me méfie aussi des discours trop systématiquement péjoratifs. Vous voyez, je la connais, hein, c'est une femme bien. Vous parlez de la maire de Calais, Madame Bouchard. Madame Bouchard, elle fait ce qu'elle peut. Non mais attendez. Elle fait ce qu'elle peut, effectivement, avec une situation incontestablement difficile. Et à titre personnel, je pense que c'est votre cas aussi, Marc, j'aimerais pas être à sa place. Néanmoins, j'ai remarqué là, que ces derniers jours, dans ses interventions médiatiques, elle a quand même tendance à trop présenter les migrants en général comme des casseurs, des vandales, des voleurs et des pillards. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'est une minorité de migrants. Alors, je reconnais, comme Daniel, que c'est un vrai problème de sécurité publique, mais je crains, si vous voulez, qu'on retrouve là, c'est intéressant d'ailleurs en termes politiques, on retrouve cette polarisation droite-gauche qui avait disparu depuis l'avènement de Macron. Les esprits, d'ailleurs, les plus autorisés nous disaient c'est fini, le droit-gauche c'est fini. Ben non, sur cette grande affaire, la gauche se remet, disons, du côté au fond du droit de l'homisme, pour aller très vite. Hein. Et la droite, même quelqu'un de modéré à droite, hein, comme Mme Bouchard, se remet du côté des sécuritaires. Et je pense que c'est... Qui pourtant soutient à 200% le projet de loi sur les migrants. Enfin, certainement. Mais vous voyez que la sémantique générale de Mme Bouchard sur les migrants, elle est péjorative. Et donc je pense mais que le chef de l'État... pas le thème de laxiste, elle. Non, mais le chef de l'État que je n'angélise pas, je crois qu'aujourd'hui, il avait la volonté de dépasser ce clivage-là en proposant à la Macron, hein, c'est-à-dire évidemment avec cette conjonction, ce en même temps, une sorte de synthèse humaniste rénovée, justement pour dépasser l'affrontement de l'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Il fait de la politique, parce qu'il a voulu aussi démontrer qu'il a été capable de faire, en tout cas en termes de communication, au bout de 6 mois, ce que François Hollande avait mis près de 4 ans et demi à faire. François Hollande n'était pas allé à Calais. Il n'y était allé qu'après le démantèlement de la jungle, une fois que c'était beaucoup plus tranquille et qu'il ne pouvait plus se mettre des pieds dans la boue, il n'avait pas besoin de mettre des bottes en plastique pour pouvoir y aller. Macron, il y est allé. Alors, il n'y a plus de jungle, c'est vrai. Il est allé à la mairie, c'est vrai, rencontrer des élus. Il a parlé derrière un pupitre qui était propre, il avait fait le ménage avant, c'est vrai. Mais il y est allé dans les 6 mois. Et ça, en termes de communication, en termes de marqueur politique, c'est très important et ça lui permet de marquer sa différence avec son prédécesseur dont il n'a de cesse que de se différencier depuis qu'il a été élu. Avec Sinclair, la droite est pas un peu courte quand elle dit effectivement laxisme, elle n'a pas grand-chose d'autre à ajouter au projet de loi et aux critiques qu'elle émet. La droite est dans une situation paradoxale aujourd'hui parce qu'elle a face à elle un président qui est en mouvement pour le coup, mais en mouvement latéral. Il est en marche. Oui, mais pas en marche en crabe, alors. En fait. C'est assez bizarre, mais on a élu un président qu'on pensait l'héritier de François Hollande, et puis on le découvre petit à petit l'héritier de Nicolas Sarkozy. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Et donc, fondamentalement, chercher toujours la surenchère, ça cornérise. Et donc, c'est pour ça qu'on a du mal à trouver une solution. Ensuite, on comprend bien, ça a été souligné à plusieurs reprises, il y a aujourd'hui, alors qu'en 2017, les deux préoccupations des Français au début de l'année 2017 étaient l'économie et le terrorisme, aujourd'hui, l'immigration et le terrorisme sont au coude à coude. Ce qui montre bien l'hystérisation de cette question-là. Et pourquoi ? On l'a bien vu dans ce qui a été dit là. On mélange allègrement les réfugiés qui sont dans une situation catastrophique, qui sont démunis, qui ont peur de tout, qui sont en train de mourir de froid dans la rue parce qu'ils ne savent pas où aller, et puis ceux qui s'emparent de barres de fer et puis qui vont taper sur les forces de l'ordre. Tant qu'on fera cet amalgame-là, on n'arrivera pas à voir clair. Donc, à mon avis, il va falloir apaiser le discours, et je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin, vu ce que je lis. Le problème, c'est qu'il est difficile de ne pas faire d'amalgame. L'opinion publique vit souvent d'amalgame. Nous essayons de ne pas faire d'amalgame, mais pour beaucoup de gens, il y a un amalgame. Et vous devez partir, si vous êtes un homme politique, vous devez partir de cet amalgame, sinon vous ne parlez pas vrai. On a parlé là de fermeté, humanisme. Vous savez, ça me rappelle ces phrases d'Alain Juppé, l'identité heureuse. Ah oui. Moi, je suis devant ma télévision, Raymond Simone, français moyen, où il habite. Donc, il n'emploie pas les mots que nous ressentons. Ils n'emploient pas les mots que nous ressentons. C'est ça le vrai problème. Et on se trompe peut-être, ça ne veut pas dire que nous... Mais leur façon de nous démontrer que nous avons tort n'est pas la bonne. Mais inversement, Daniel, si vous voulez, il y a le danger... J'entends tout à fait ce que vous dites sur l'esprit de responsabilité. Mais il y a un danger inverse. Et on le voit sur ces questions si sensibles, si radioactives, hein, relatives à tout ce qui touche à l'immigration et à l'insécurité, puisque les gens l'associent. Si on ne fait qu'être le porte-voix de l'opinion majoritaire, on fait peut-être de la politique, hein, mais on est dans le populisme. Voyez, qu'est-ce qui va distinguer l'homme d'État
capable d'allier l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction de celui du simple leader populiste. Et ben c'est ça. C'est que le leader populiste, il se contente de refléter l'opinion majoritaire, fût-elle raciste. Là, juste un mot. Daniel, l'homme d'État, il essaye de fédérer. L'opinion publique confond populisme et populaire. Il y a un côté... On confond même populisme et démocratie, bien souvent. Voilà. Alors, moi, je crois qu'il faut partir de ce que les gens pensent, même s'ils se trompent. Sinon, on est fichu. Oui, et puis en l'occurrence, là, le populiste, il a la capacité d'agir. Généralement, quand on braille dans le vent, qu'on essaye d'aller dans le sens de ce que prônent les gens, et quitte à être catalogué de populiste, je pense à Mélenchon, ils n'ont pas la capacité de pouvoir faire derrière, parce qu'ils ne sont pas élus. Là, il se trouve que Emmanuel Macron, il a été élu, et aujourd'hui, il est en capacité de faire. Donc, est-ce que ce qu'il fera sera populiste? Je crois simplement qu'il répondra à un problème, bien, mal, mais en tout cas, en fonction aussi de ce que veut la majorité des Français. Et a priori, c'est un peu ce que doit faire un président de la République. C'est aller, non pas dans le sens du vent, mais correspondre à faire des choses qui correspondent à la majorité des sentiments des gens. Puis peut-être, juste en un mot, pour terminer, le problème aussi qui se pose à nous, c'est que l'incarnation de la fermeté, aujourd'hui, on est plus prêt, politique, je veux dire, à l'accepter. Pour rester dans le discours weberien, l'État comme dépositaire de la violence légitime, on n'en veut plus. Et donc, concrètement, cette fermeté à l'égard des migrants, dans le discours, on est prêt à l'accepter, surtout à gauche, mais dans les faits, on ne veut pas la voir. Et dès qu'elle est montrée à l'écran, elle est insupportable. Moralement, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans un monde où le jugement moral a préempté la totalité du politique, on n'est plus prêt à fermer les yeux, on est plus prêt à accepter le signifiant d'une politique qui a des frontières et qui à un moment doit reconduire, parce que c'est forcément violent. Le politique est là pour ça. Ce n'est pas quelque chose de joyeux, on ne peut pas être nationaliste. C'est bien ça, finalement, la critique majeure qu'on pourrait porter à Marine Le Pen, c'est qu'ils sont fiers de leur nationalisme. Le nationalisme est quelque chose qu'on doit embrasser par défaut, parce qu'on est obligé. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et aujourd'hui, finalement, tous ces actes politiques, on n'est plus prêt à les assumer, et l'opinion, en revanche, les demande. Effectivement, l'opinion la demande. Si on en croit les réactions, vous êtes nombreux à poster. Le droitiste qui nous dit pourquoi on ne peut pas parler d'immigration sans être taxé de raciste. Gizmo qui nous dit « Je suis chauffeur et routier, je pense, et je vois pas mal de bus le matin vers 6h du mat qui me doublent, remplis de migrants, en direction de Toulouse. » Je ne sais pas la destination finale, mais pour dire qu'il y a beaucoup de migrants qui descendent aussi vers le sud. Bon, c'est un constat que... Valou qui nous dit « Je trouve ça cool ». Oui, qui vaut ce qu'il vaut, merci Marc. Valou nous dit « Je trouve ça cool ». Je trouve ça cool, ça se rapporte, je pense, au discours d'Emmanuel Macron. À chaque dossier sur son bureau, il en tient à informer les citoyens et citoyennes. C'est bon, enfin, après le discours m'a convaincu. Il fait de la part des choses et a une vraie position. On peut être convaincu ou pas, mais il communique sur ce qu'il fait. Apparemment, donc cette volonté de transparence ou en tout cas de communication était appréciée. Des paroles, alors Marc à l'opposé, des paroles, toujours des paroles. Elvis, chers Français, soyez humains, ces migrants qui viennent en masse chez vous, ce n'est pas pour rien. Il y a forcément une cause, regardez bien d'où ils viennent. Et enfin Daniel qui nous dit comment peut-on tenir compte des décisions d'un président élu avec 24% des voix, mais élu. Daniel fait de la résistance. Il s'en est pas remis là, visiblement. Merci à tous pour ces réactions. Effectivement, le sujet est vaste. Juste un mot, les annonces, alors c'est peut-être un peu plus terre-à-terre, Marc, mais les annonces sur le Calaisis qui avaient l'air importantes, elles sont pour le développement de la région qui, effectivement, depuis maintenant plusieurs années... qui est une région sous-développée. Oui. Qui est devenue sous-développée. À cause du problème de Calais et des migrants ou en général? C'est donc ça n'a pas arrangé la situation. Ça n'a pas arrangé la situation. C'est quand même la région de France la plus pauvre, c'est la région la plus gangrénée par le chômage. Et il se trouve que vous avez, excusez-moi, une verrue qui s'appelle Calais avec le problème des migrants sur place. Les commerçants ferment les uns après les autres parce que il est impossible de faire du commerce dans la ville. Et effectivement, Mme Bouchard, elle a énormément de courage d'être encore maire de cette ville où des promesses, des tonnes de promesses ont été faites pour le pouvoir public. Il a quand même fallu combien d'années pour enlever la jungle? C'est terrible. On se dit que même ceux qui ont le pouvoir de faire n'ont pas fait. Donc effectivement, il est une logique qu'aujourd'hui, il y a une forme de suspicion sur la parole publique, sur la parole politique, quand on voit tout ce qui n'a pas été fait par le passé, qui aurait dû être fait quand on avait le pouvoir de le faire. Mais au-delà de ça, effectivement, Calais, c'est un petit peu sinistré, économiquement. Ouais.
69%, vous êtes 69% à n'avoir pas été convaincu par Emmanuel Macron et ses propos à Calais. Donc c'est assez important. Une petite information qui vient de tomber. Là, ça concerne Richard Ferrand. Richard Ferrand, vous le savez, qui finalement, une nouvelle information judiciaire est ouverte pour prise égale d'intérêt après la plainte de l'association Anticorps. Richard Ferrand, qui dirige le groupe La République En Marche à l'Assemblée et qui est une des pièces maîtresses dans le dispositif Macron. Alors, les Français, justement, est-ce qu'ils sont trop indulgents envers Emmanuel Macron? Sécurité, immigration, on l'a vu, et emploi, c'est le tiercé en tête des préoccupations des Français selon notre sondage Kantar Sofres OnePoint. Mais surtout, ce qui est nouveau, c'est le crédit qu'accordent les Français au président pour traiter ces sujets. On vient d'en parler un petit peu, mais 35% jugent que son premier bilan est bon et 21% estiment qu'il est trop tôt pour se prononcer. Ça fait quand même une majorité pour une sorte d'état de grâce encore prolongé. Alors, les Français sont-ils trop indulgents? Vous répondez à cette question. Manque-t-il de lucidité? Alexis, ce peuple de râleurs, impatients, s'est-il transformé en bienveillant, tout à coup plein de patience? Non, parce qu'il y a quand même 37%, mais ça représente, si vous voulez, sur le plan psychologique, je pense que les Français sont les mêmes. C'est-à-dire que le diagnostic qui avait été fait en son temps par De Gaulle, il est bon. Il y a une certaine ingouvernabilité de l'âme française. Les Français, c'est comme ça, ils sont impatients, etc. Ils veulent que, immédiatement, des politiques publiques présentent des résultats. Et ils ne donnent pas quitus à leurs hommes politiques très longtemps. Néanmoins, le sondage, qu'est-ce qu'il reflète? Il reflète la modification d'une partie de l'opinion, mais c'est pour des raisons politiques. C'est-à-dire que politiquement, on sent bien qu'une certaine colère de droite qui existait, qui déferlait même, si vous voulez, dans un journal comme Le Figaro, vous en étiez vous-même aussi le réceptacle et peut-être le miroir, cette colère de droite qui déferlait encore l'année dernière contre l'exécutif socialiste, aujourd'hui elle s'est apaisée. Elle ne s'est pas apaisée parce qu'elle aurait complètement disparu. Là je rejoins Daniel, je pense qu'elle existe dans les tréfonds du pays, elle est très forte sur tous ces thèmes régaliens, de l'immigration, de l'insécurité, ceux sur lesquels Buisson avait conscientisé Sarkozy, elle existe. Mais la droite est clivée, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'électeur, disons, exaspéré par ce qu'il appelle le socialisme français, pense que Emmanuel Macron a peut-être la pierre philosophale pour en faire sortir finalement la France. Donc on est dans ce moment, je crois, de latence, de suspense, où une partie de la droite retient, même la droite la plus dure, retient ses coups et se dit peut-être qu'au fond ce Macron, ça va marcher. Et si ça ne marche pas, ils iront comme un seul homme, du jour au lendemain, chez Wauquiez. Colère de droite, pour le moment, qui retient ses coups. Oui, l'analyse est bonne. Il y a effectivement un... Bon, il y a le côté belle gueule qu'on souligne jamais, mais mais c'est, je veux dire, pour l'électeur, c'est pas rien. On lit, on dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. On lit dans l'attitude d'un homme politique quelque chose de ce qu'il est. Et je pense que s'ils ne participent pas tous de l'idéologie politique d'Emmanuel Macron, en tout cas, les Français globalement, de droite comme de gauche, ne sont pas insensibles à sa personnalité. Et il en joue aussi, on l'a vu encore tout à l'heure, effectivement, oui. Il montrait qu'il n'était pas content des accusations, qu'il en... Et il sait plutôt bien faire. Il a le talent de communicant de Nicolas Sarkozy avec une qualité que Nicolas... Exactement, enfin, j'allais dire sans le côté clivant. Et donc finalement, je crois qu'il donne quitus un peu parce qu'ils se disent, mais finalement, est-ce que ce jeune président, il ne pourrait pas faire... Parce qu'il y a ce glissement dont je parlais tout à l'heure, vers la droite. Donc, il y a quand même toute une partie de la droite qui se dit, bon, il glisse, mais alors jusqu'où il est prêt à glisser? Donc, on attend. Et je crois qu'on avait noté dans un sondage pas si lointain que ça, 14% d'électeurs frontistes qui avaient été globalement plutôt sensibles à... Donc, encore une fois, il faut prendre tous ces chiffres avec des pincettes, mais un moment d'attentisme, oui. Marc. Je crois qu'il y a deux choses complémentaires. Un, il fait une politique de droite.
Donc il n'y a pas à tortiller. Il fait une politique de droite que les politiques de droite n'ont pas pu faire quand ils étaient au pouvoir. Ouais. Donc forcément, ça séduit, ça plaît aux électeurs de droite. C'est le premier point. Deuxième point, la droite n'existe pas. En tout cas, elle ne parle pas. Prenez l'interview de Laurent Wauquiez, le nouveau président des Républicains, qui a élu ce week-end. Elle est dans le journal du dimanche. Il ne fait que cogner. Il n'y a pas un argument de fond derrière. Il enchaîne, il accumule les éléments de langage, les punchlines. Un résultat, peut-être pas résultat, mais Alain Juppé qui s'en va. Donc aujourd'hui, la droite est orpheline. Alain Juppé, il fait un peu sa rosière depuis un moment. Oui, mais puis pour ce qui pèse aujourd'hui. Alain Juppé, il n'a jamais été là. Il est à l'Élysée. Moi, je suis déçu. Ce type a été Premier ministre, un homme de cette intelligence. Ça fait 2 fois qu'il nous fait la rosière. Il l'a fait quand il a été battu aux primaires. Et là, il nous refait dimanche. Je ne sais pas si je vais prendre 3 fois même quand il a la possibilité de remplacer ma cotisation. Non, enfin... C'est triste de vieillir. Non, moi je pense que la chance d'Emmanuel Macron, ça reste l'élection telle qu'elle a eu lieu, c'est-à-dire cet éclatement. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez n'est pas encore en position de faire quoi que ce soit. Il vient de se prendre dans les pieds encore Juppé, qui au cas où ça marcherait encore plus mal, pourrait bien l'aider à se trouver une difficulté. À gauche, qu'est-ce qui existe ? Le Parti socialiste, il cherche un local, un studio dans Paris, pas trop cher. Quant à Mélenchon, ça y est, la saison des camelots est terminée, les marchés d'hiver marchent beaucoup moins bien, et les 3 stylos pour 100 balles, les gens se sont aperçus qu'ils n'écrivaient pas. Donc voilà, donc il a cette chance extraordinaire, et il faut qu'il en profite. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'une fois, Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, qui a été élu avec seulement 24% des voix sur son nom, dise « Ok aux Français, j'ai eu de la chance, mais je vais vous faire profiter de cette chance. » Vous voyez ce que je veux dire ? Plutôt que de nous laisser à penser qu'il a été élu par un engouement populaire. Il aurait auprès du Français moyen, dit « Oui, il a eu de la chance. Si j'avais pu prendre un ticket du loto avec lui, je serais aujourd'hui millionnaire. » Il a pris Olivier Dussault dans son gouvernement, un homme de gauche. Il l'a fait. Je vous sens un tantinet taquin. Effectivement, sur le côté, notre sondage le montrait. 39. Comment qualifiez-vous la politique qu'on va voir à l'écran menée par l'actuel gouvernement ? 39% des sondés répondent à droite. Donc, non, mais ça fait aucun doute. C'est pour ça que Alors, il y a quand même un sujet qui est un peu étonnant, c'est économiquement, on a toujours dit, les premiers résultats. Pour le moment, les effets de la politique Macron en termes de pouvoir d'achat, ils ne sont pas formidables. Non, surtout, c'est pas que c'est pas formidable. C'est que pour l'instant, il n'a rien fait qui est... Des conséquences immédiates. D'accord. Oui, mais les Français ne leur tiennent pas rigueur. On va avoir une croissance de plus de 2%, enfin de 2% à peu près en 2017. Ce n'est pas l'effet Macron de l'élection de Macron. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer. C'est les résultats de la politique, on l'a déjà dit sur ce plateau, les effets de la politique de François Hollande, et c'est aussi de la relance mondiale. L'augmentation de l'essence et des péages. Mais qu'on avait déjà connu avant. Oui, d'accord, mais je veux dire, comme il ne faut pas fumer, il ne faut pas rouler au diesel. Voilà, il faut rester chez soi. Moi, je ne fume pas, je n'ai pas de voiture, mon pouvoir d'achat va augmenter. Hugues nous dit, nous attendons de notre président de l'autorité, il en a. Quand même, sur ces baisses d'impôts, on a donc dit les baisses d'impôts, ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas pour la plupart des Français. Et les chiffres du chômage, il l'a dit lui-même, attendons 1 an et demi, 2 ans. Oui, donc, forme de patience, encore une fois. Oui, mais il l'a dit dès le début, c'est pareil. Après, je pense que ça a été le gros quiproquo avec François Hollande. C'est que François Hollande avait dit on va se prendre une année dure dans la tête. Et puis après, vous verrez, les résultats finiront par arriver. Ils ne sont pas arrivés. Donc maintenant, je veux dire, et à l'époque, Emmanuel Macron était à l'Élysée. Donc il a appris des erreurs de son prédécesseur. Il n'est pas prêt à recommencer les mêmes. Ceci dit, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Le chômage, contrairement à ce que tout le monde écrit ou tout le monde dit, il baisse en France depuis 2015. Le taux de chômage a perdu 1 point depuis 2015. Ce qui, par parenthèse, c'est intéressant, mais ça valide le satisfecit que François Hollande donnait à sa politique dans les dernières années. En 2014, à l'Élysée, on commençait à vous dire, quand vous... Ah bah oui, mais finalement, vous savez, l'embellie va arriver. Donc les chances de François Hollande... Il s'est trompé d'un an. C'est-à-dire que l'embellie qui arrive aujourd'hui devait arriver fin 2016 Absolument. Et lui permettre de se représenter. Il y a un endroit. Il faudra rendre justice à François Hollande. Oui, mais naturellement, sur ce plan-là, alors on peut par ailleurs faire sans doute une critique politique très acérée, mais sur ce plan-là, ils avaient raison, enfin les stratèges, disons, de la Hollandie en matière économique, avaient raison de dire qu'en fait la politique menée, qui n'était pas une politique franchement très à gauche en réalité, mais qu'elle portait ses fruits et qu'elle relançait une partie de Emmanuel Macron n'en est pas quand même à dire, j'étais à Bercy et donc c'est aussi grâce à moi que... Non.
C'est pas un argument qu'il utilise. Non, parce qu'il cherche à dénier. Le Nouveau Monde a commencé avec lui, la politique a commencé avec lui. Avant, ça n'existait pas. Donc il est dans une forme de schizophrénie, parce qu'il est obligé de reconnaître quelque part que la trajectoire sur laquelle il est aujourd'hui tient du bilan précédent, mais ce bilan n'existe pas, puisque la vie a commencé avec lui. C'est un puceau chanceux. Frédéric Sinclair, une réaction. Je suis ravi de ce florilège de bons mots. Je crois que au niveau économique, il profite aussi d'une embellie, j'allais dire, européenne et internationale. Et donc, de la même façon qu'on peut faire crédit à Lionel Jospin d'une politique économique qui avait permis de faire diminuer largement le chômage entre 1997 et 2000, on pourra faire crédit à Emmanuel Macron de la même chose, à ceci près que là, clairement, Emmanuel Macron s'inscrit, contrairement à ce qu'avait fait Jospin, dans une dynamique plutôt libérale, dont, de l'avis général, la France avait quand même grand besoin. Il fait des réformes que n'avait pas fait Lionel Jospin. Par exemple, moi, ce qui m'étonne aussi toujours dans les réformes, c'est par exemple les accords sur le travail, les ruptures conventionnelles qui avaient été instituées par cette loi. En même temps, je m'aperçois que récemment, la première qui devait avoir lieu chez PIMIC, ou une société comme PIMIC, n'a pas eu lieu parce que plus de 50% des représentants du personnel étaient opposés. Donc ça, c'est les lois très typiquement énarques. C'est-à-dire, vous savez, c'est exactement la loi sur la suppression des vitres teintées sur les voitures à cause des terroristes. Oui. Et puis finalement, quand la loi est vraiment sortie, on s'est aperçu qu'on avait le droit à 30%. Alors 30% quand même. Alors imaginez, on est deux flics dans la rue et on est en train de regarder une voiture, on se dit, alors elle a 30% ou pas? Finalement, la réponse de Marc Landré quand même sur ce point, est-ce que tout est comparable? La rupture conventionnelle collective... En l'occurrence, Pinky s'est trompé. C'est-à-dire que la direction s'est trompée, a voulu mettre en place un dispositif qui ne lui correspondait pas. La rupture conventionnelle collective, on le fait quand ça va bien. Pinky va mal. Donc forcément, il vaut mieux que les représentants du personnel aient raison. Il y a une hypothèque avec les représentants du personnel s'ils représentent... Il faut qu'ils soient d'accord. Sinon, il n'y a pas de truc. Mais prenez la rupture conventionnelle... Je fais juste à ce point précis. La rupture conventionnelle collective n'est que l'extension de ce qui existe au titre individuel. Au titre individuel, ça a été créé en 2008. C'est un succès. Il y a près de 3 millions de ruptures conventionnelles qui ont été homologuées par l'administration depuis 2008. C'est un vrai succès. Et tous les bâtons dans les roues que la Chambre sociale de la Cour de cassation a essayé de mettre à la rupture conventionnelle, ça n'a pas marché, ça continue de progresser. Donc ça veut dire que c'est un outil qui plaît, c'est un outil qui séduit, c'est un outil qui est des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. Et on peut l'étendre collectivement. Oui, on peut. Mais et d'ailleurs, prenez, Le Figaro va le faire. Les Inrecuptibles vont le faire, PSA va le faire sans aucun souci. Et pourtant, chez PSA, je vous rappelle qu'il y a un monsieur Mercier qui est chez Lutte ouvrière et chez la CGT et qui n'est pas le premier pour vouloir casser du patron sur la place publique. Pourtant, PSA va accepter de signer une rupture conventionnelle. C'était pas une faille de la loi, c'était une erreur de l'entreprise. C'est une erreur d'interprétation de l'entreprise. Je salue Roger Capron, qui dit « En ce qui me concerne, je ne fais plus du tout confiance aux politiques depuis le remplacement du général de Gaulle, ce qui n'est pas tout à fait hier. » Et Gérard Bonamin, pour ce qui est de la baisse de mes pensions de retraite, il m'a complètement convaincu. C'est Emmanuel Macron. Donc Roger et Gérard ne sont pas convaincus, on l'a compris. Je vous propose d'aborder notre troisième thème. Il est question de démographie et de fécondité. La France compte 67 millions d'habitants, mais pour la troisième année consécutive, le nombre de naissances est en baisse. Moins 17 000 bébés l'an dernier. Alors à terme, le renouvellement des générations n'est plus assuré. Est-ce préoccupant? Nous allons en débattre. Mais avant, une question, Marc Landré. C'est de la faute de la politique Hollande, là, si la politique familiale, je parle, de cette baisse de la fécondité, ou c'est peut-être faire un raccourci un peu osé? D'aucuns vont vous dire que oui, c'est de la faute de François Hollande, parce qu'il est fautif de tout, ce pauvre homme, pendant qu'il a été président de la République. C'est vrai qu'il a fait une politique. Qui n'était pas très favorable aux familles en termes de quotient familial, d'allocation. Familiale, de complément de mode de garde, effectivement. Donc d'aucuns vous disent c'est en partie sa faute. D'autres vous dites pas du tout, parce qu'on se rend compte que les modifications de politique familiale n'ont jamais eu d'incidence directe sur le taux de fécondité. Et surtout qu'il y a des éléments démographiques qui viennent asseoir cette baisse de la natalité. Il y a moins de femmes en âge de procréer, et les femmes font moins d'enfants individuellement, et en plus l'âge de premier enfant recule. Donc ces trois choses-là, démographiques, conjuguées, font que de toute façon on a
on a une baisse du nombre de natalité. Mais c'est vrai, et pour vous demander ce que je sais que vous aimez quand on casse du sucre sur le dos de François Hollande, chère Marie-Amélie. C'est vrai que sa politique familiale, depuis 2015, n'a pas aidé. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir, le taux de la baisse de la natalité a commencé à partir de 2015, justement lorsque les premiers effets de sa politique, lorsque sa politique a commencé à se mettre en place. D'accord. Alexis Lacroix, au-delà des chiffres, cette baisse de la fécondité, elle est peut-être à rapprocher d'une question générationnelle, d'une génération du moi-je, l'intérêt, l'individualisme avant l'intérêt général. On se préoccupe d'abord de ça. Non, il y a un rapprochement à faire. C'est une possibilité. Disons, ça serait la pointe avancée, cette petite baisse. C'est pas une baisse non plus très importante, hein, mais cette petite baisse serait la pointe avancée de l'individualisme démocratique et de son hédonisme. Mais il y a une autre hypothèse. Je ne sais pas d'ailleurs si cette hypothèse s'avérera, mais ça serait l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait un petit peu moins d'enfants dans cette France du quinquennat commençant d'Emmanuel Macron, parce qu'au fond, on a structurellement une difficulté à se projeter dans l'avenir. Ça serait ce fameux effacement de l'avenir dont avait parlé il y a maintenant quelques années un politologue qui est Pierre-André Taguieff dans un livre intéressant parce qu'il analysait au fond ce basculement progressif des mentalités à partir du moment où on sort des 30 Glorieuses, on est dans un monde beaucoup plus incertain et c'est vrai que l'acte de faire un enfant, c'est pas seulement un acte d'amour sur un plan personnel, si vous voulez, c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir. Donc ça suppose aussi, qu'on le veuille ou non, hein, d'être dans un écosystème de confiance politique. Et peut-être, c'est une hypothèse, mais que ce léger tassement, indépendamment des questions purement démographiques, qui ont sans doute leur part, hein, mais témoignent peut-être du fait que les Français, malgré Macron, puisqu'on en a dit du bien, n'ont pas totalement repris confiance dans leur capacité individuelle à se projeter dans l'avenir. Cela étant, les naissances de 2017, Emmanuel Macron, il n'en est pas... Moi, je crois beaucoup. Daniel. Je crois beaucoup à ce que vous dites. J'ai vu cette étude sur l'évolution de la mentalité des plus jeunes d'entre nous, sur le jeu. Oui. Je veux faire ça, j'ai envie de faire ça. Je déciderai. C'est la une du confrère Le Parisien ce matin. Absolument. Ça, c'est vrai. Quand vous avez été, moi, j'ai été d'une certaine façon chef d'entreprise. Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus l'autorité comme avant. D'ailleurs, en plus, ils sont dans l'affect. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez l'habitude, entre 2 ans et 20 ans, d'avoir eu déjà plusieurs moments où vous y avez victime d'injustice de vos professeurs, de vos adjudants au service militaire. Là, vous êtes dans l'affect des parents parce que les couples sont en difficulté. Et donc, le premier endroit où après un stage, par exemple, vous dites à un jeune collaborateur, vous ne faites pas l'affaire, il ne vous répond pas très bien, il vous dit, qu'est-ce que je vous ai fait ? Donc vous voyez qu'on est dans l'affect. Et puis deuxièmement, je pense que donc c'est le jeu. Les femmes ont aujourd'hui une place, non pas à parité, mais on va vers la parité homme-femme. Donc une femme avant, elle se mariait, elle avait des enfants, personne n'en discutait la raison, c'était naturel, c'était comme ça. Et donc aujourd'hui, elle décide, étant donné la qualité de son travail, d'en avoir ou de ne pas en avoir, de se marier ou de ne pas se marier. On a vu le nombre de mariages est en diminution, remplacé par des PACS. Le PACS, c'est une association qui ne veut pas forcément dire qu'on va faire des enfants et qu'on va faire un couple tel qu'on l'imaginait jusque dans les années 70. Frédéric Sinclair. Je vais faire mon Macron, je vais prendre 2 trucs qui n'ont rien à voir, comme le terrorisme, c'est la faute du climat, vous vous rappelez de ce truc-là, ouais. Donc je vais vous dire, en fait, la baisse de la natalité, c'est de la faute des réseaux sociaux. Donc, mais ce n'est pas qu'une boutade. Donc c'est pas qu'une boutade, non, je pense que chez Macron, ce n'était pas une boutade non plus. Donc ce que je crois, c'est qu'il y a effectivement une crise aujourd'hui, sociale globalement, économique dont on a du mal à sortir, et donc difficulté à se projeter, mais surtout civilisationnelle. Il y a un vrai questionnement sur ce que l'Occident est en train de devenir. Et comment interviennent les réseaux sociaux. En fait, quand on est partisan d'une opinion, on va s'abonner, Twitter, Facebook, à ceux qui sont également partisans et qui diffusent abondamment vidéos, etc. C'est extrêmement anxiogène. C'est extrêmement anxiogène, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être complètement envahi par quelque chose de très agressif et qui menace notre être et potentiellement celui de nos enfants dans le futur, au moment où on ne sera plus là pour assurer leur sécurité. Et donc je crois qu'on a une crispation, une hystérisation des mentalités en France, en grande partie qui est instrumentalisée par le fait qu'on a les yeux fixés toujours sur ce qui ne va pas bien. Mauvaises nouvelles. Exactement. Oui, il y a surtout aussi sur le lieu de travail, jusque dans les années 70, quand vous étiez engagé quelque part, c'était automatiquement en CDI. C'est-à-dire que vous étiez là pour la précarité n'existait pas. Donc à partir du moment où vous étiez engagé pour ad vitam aeternam, il n'y avait pas un seul souci pour avoir un enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, le taux de CDI n'a pas véritablement changé en France. Mais le sentiment est là. Par exemple, aujourd'hui, on sait que le taux pour un jeune, il faut à peu près 7 années pour
arriver à être embauché en CDI, à avoir un CDI. Voilà. Donc en vérité, c'est vers 29 ans d'âge moyen qu'on a son premier CDI ou son premier CDI. Et on fait un enfant à 30 ans. Donc c'est... Voilà, il y a un parallèle. Il y a un parallèle, mais c'est... Je souligne que Gabriel René, oui, dit « J'adore Bilalian qui parle vrai, qui appelle un chat. » Voilà. Gabriel René. Moi, je ne suis pas sur Internet, alors, parce que je me méfie d'Internet. Je considère que c'est quand même un endroit où les gens qui n'avaient rien à dire peuvent le faire savoir aujourd'hui, en majorité. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ah oui, je suis d'accord. D'extrêmement dangereux sur la haine et sur les événements. Je regardais aujourd'hui l'exagération des mots sur Internet, et qui va à l'exagération des mots, par exemple, sur l'information en continu. Un train Rennes-Paris à une demi-heure de retard, la galère des voyageurs. Pendant une demi-heure, ils n'ont pas eu d'eau. On n'a pas besoin d'Internet pour ça. Non, j'entends bien, mais à l'époque, ça ne prenait pas cette importance-là. Les mots chaos, parce qu'il a plu pendant 2 heures. Il y a eu une tempête. Moi, j'étais en Bretagne la semaine dernière. C'était orange. Il y a eu du vent. Il y a eu du vent. Il y a eu du vent l'hiver. Vous me faites penser on s'en est pas remis. À Winston Churchill qui, lorsqu'il y a eu en 1952, je crois, un énorme fog brouillard sur Londres et qui disait, bah oui, mais c'est alors qu'il y a des gens qui ont eu des morts quand même de façon importante. Et Churchill disait, bah oui, mais enfin, ce n'est que le brouillard, quoi. Ça va passer dans la série The Crown. Enfin bon, bref, parenthèse. Marie-Christine, elle nous dit, c'est la raison, repartons sur la fécondité, c'est la raison pour laquelle il faut des émigrants. Alors effectivement, vaste débat, est-ce que les émigrants contribuent ou pas à la natalité. Jacques qui nous dit, je pense qu'elle, la natalité continuera à baisser. Et Yves qui s'interroge, pourquoi faire d'autres bébés quand le chômage augmente. L'idée de cette dame n'est pas idiote, parce que c'est vrai, pas besoin d'avoir lu les livres d'Emmanuel Todd pour savoir que les personnes qui viennent d'Irak ou de Syrie actuellement ont un taux de fécondité plus important que celui des femmes d'Europe de l'Ouest, disons les Italiennes, les Allemandes, les Françaises, c'est une évidence. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, même si certains de nos auditeurs sont vent debout contre l'idée que les frontières restent un peu poreuses, mais de ce point de vue-là, si l'on est un nataliste convaincu, on doit aussi être un peu immigrationniste. Et la France, on peut imaginer aussi une politique forte en faveur des femmes françaises, donc un soutien fort des femmes françaises pour accroître la natalité, parce que pour le coup, cette immigration, ça contribue à angoisser toute une partie de la population qu'on va appeler autochtone, même si j'aime pas ce mot-là. Et parce que finalement, elle se dit, mais alors autour de chez moi, aujourd'hui, je me sens en minorité. Et demain, pour mes enfants, ça sera encore pire parce que finalement, il y a une inversion. C'est le fameux grand remplacement de Renaud Camus qui est anxiogène, encore une fois, et qui se développe d'une façon incroyable sur les réseaux sociaux. Donc je pense que ceux qui s'inquiètent en France de la baisse de la natalité n'envisagent pas du tout comme solution l'immigration. Mais pourtant, c'est déjà le cas. Mais si la natalité baisse aussi peu, c'est parce qu'il y a l'immigration, c'est parce que le renouvellement des générations se fait grâce aux personnes étrangères. De mémoire, Marc, au bout de 2 générations, le taux de fécondité des femmes de la 2e ou la 3e génération rejoint assez vite celui des... Il y a quand même 2 générations. C'est la fameuse transition démographique, qui a lieu aussi dans les pays émergents ou du tiers-monde. Prenez un pays comme l'Algérie, dans les années 60, le taux de fécondité était très 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 élevé. Aujourd'hui, il n'avoisine pas encore celui de l'Europe occidentale, mais en fait, il s'en rapproche dangereusement. Donc c'est une loi démographique planétaire. Mais il reste encore, et je ne sais pas s'il faut, il reste encore des viviers de natalité très élevés, et c'est le cas bien sûr des pays du Proche-Orient notamment. Donc à notre question Twitter sur la fécondité en baisse et la faute de la politique familiale, vous êtes 54% à penser que la politique familiale n'est pas responsable de cette baisse de la fécondité. Voilà pour ce 3e thème. Abordons notre 4e. Il nous reste peu de temps. C'est celui du sort qui sera peut-être réservé à la 380, l'Airbus. Alors, est-ce un flop commercial? En tout cas, le gros porteur se vend mal. Si de nouvelles commandes n'arrivent pas, il est condamné, a prévenu hier Airbus.
Pourtant, quels espoirs avaient été placés dans ce gros porteur lors de sa mise en service il y a 10 ans? Airbus s'est-il complètement trempé? Va-t-on assister à l'un des pires fiascos de l'aéronautique mondiale, comme l'écrivait ce matin notre spécialiste aéronautique, Véronique Guillermard? Un tour de table encore rapide. C'est un bon avion ou pas, la 380? Daniel Bilalian, vous réservez votre... Non, je réserve ma position. Moi, j'ai été aviateur pendant mon service militaire, mais au sol, gonfleur d'hélice, comme on disait à l'époque. Donc, je réserve ma position. Donc, et sans vous faire injure, la 380 n'était pas... que diront mes amis, je poserai un certain nombre de questions, notamment sur le fait que je n'ai pas bien compris pourquoi on allait vendre aux Emirates un certain nombre d'avions et que ceux-ci disaient, si après cette vente, vous ne continuez pas la fabrication de ce modèle-là, nous n'achèterons pas la première commande. Je n'ai pas bien compris ce qui se passe là. Marc va vous répondre dans un instant, je suis sûr. Alexis, je continue dans l'ordre. À la 380. Je pense que c'est un oiseau sublime de haute technologie, mais qui ressemble un peu aussi à une sorte de Gulliver empêtré de l'industrie française. Et voilà. C'est le Concorde bis? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de tragique autour de la 380 qui poigne un peu le cœur. Alors, je crois que c'est l'idée d'une démocratisation, qu'on fait voyager plein de gens une fois parce qu'on va faire voler moins d'avions. Je crois que c'était, à mon avis, un mauvais calcul. En réalité, si on regarde le nombre de personnes qui voyagent partout sur la planète, tous les avions sont pleins le matin d'industriels, de gens qui ont besoin d'aller vite quelque part. Moi, si pour le coup vous avez parlé du Concorde, si j'avais un projet à remettre sur les rails, ça serait un supersonique entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, de manière à relier en 3 heures les deux côtés et de mettre dedans des personnes qui ont les moyens de financer quelque chose comme ça. Exactement. À mon avis, ça fonctionne. Mais sous-entendu, le transport low cost et tout ça, Non, le transport low cost est essentiel, j'allais dire, pour moi, vous voyez, le lambda. Mais pour ceux qui tiennent les cordons de la bourse et qui font fonctionner l'économie mondiale, il y a besoin d'aller vite un peu partout. Et aujourd'hui, pour des raisons, encore une fois, morales, l'avion s'est crashé. C'était un très bon ami à moi qui était aux commandes. M. Marty. Et donc, je veux dire, c'était un fervent défenseur du Concorde. Donc j'aimerais là, lui rendre justice à sa mémoire et dire que cet avion, même ce pilote-là, il l'adorait. Et tous ceux qui le pilotaient l'adoraient. Et je pense que c'est pour des mauvaises raisons qu'on l'a arrêté. Je crois que technologiquement, on pourrait faire des choses super aujourd'hui et ça répondrait à un vrai besoin. Le 380, je ne suis pas certain. Votre expertise, Marc Landré. Et votre point de vue, évidemment. Déjà. La 380 à 10 ans. Ça veut dire que s'il a été conçu, pensé plus de 10 ans avant, c'est-à-dire au milieu des années 90, quand on estimait qu'il y avait un marché et que le marché aérien était en pleine expansion. Donc d'ailleurs, Airbus dit aujourd'hui, on avait 10 ans d'avance. C'est-à-dire qu'Airbus est persuadé, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter la production pour l'instant, que dans 10 ans, cet avion qui est effectivement extraordinaire, et que seul Airbus a fait le pari. Les Américains avec de Boeing n'ont pas fait du tout le même pari. Ils ont continué à développer des avions qui étaient des avions moins consommateurs de carburant, plus petits. Airbus est persuadé que dans 10 ans, son pari sera validé et qu'il y aura de nouveau des commandes d'avions et d'autres compagnies qu'Emirates. Aujourd'hui, pourquoi Emirates? Parce qu'Emirates, c'est la première compagnie aérienne mondiale, parce que c'est la seule qui a la capacité aujourd'hui, de faire payer cher des places, celle de la 380, et en plus qui véhicule des gens partout à travers le monde. Donc c'est il faut avoir la capacité de payer, et 2, il faut avoir la capacité de véhiculer. Et Emirates a ces 2 capacités aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est le premier client. De pouvoir la poursuivre dans le temps. Il se trouve que dans le contrat Airbus, si Airbus arrête la production aujourd'hui des A380, elle est engagée par contrat à devoir fournir des pièces pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de danger pour Emirates que le robinet à pièces et de maintenance s'arrête. En revanche, c'est simplement une manière d'éviter que on officialise un crash ou du moins un accident industriel trop tôt. On va plutôt lisser, comme on l'a fait depuis maintenant quelques années, le nombre de constructions par an pour faire en sorte d'attendre le point où l'inflexion, ça repartira. Et est-ce que le vrai danger pour Airbus, ce n'est pas la Chine qui commence à fabriquer ses propres avions et qui peut devenir pour Airbus un concurrent Je ne sais pas si c'est un danger pour la Chine, si c'est un danger pour Airbus. En tout cas, c'est un formidable pays de débouché. On l'a vu pour l'A320. L'A320 qui est un avion qui est énormément vendu, ce qui a d'ailleurs permis cette année, en 2017 à Airbus d'être devant Boeing en termes de commandes. Ça va beaucoup mieux parce que depuis maintenant quelques années, la Chine, il y a eu une contractualisation entre Airbus et les Chinois pour pouvoir construire les A320
en Chine. C'est un marché de débouchés extraordinaire. Et probablement, peut-être, que l'A380 trouvera de nouveaux débouchés le jour où il y aura une co-contractualisation de fabrication des A380 en Chine avec des co-entreprises. Alors, une Marie-Christine qui nous dit on pollue toute la planète avec les avions. De plus, les élites ont leur propre transport et poussent des cris que la planète est en crise. Alors, sans faire effectivement peut-être l'écologie un peu basique, c'est un avenir quand même, ces gros avions, forcément. Alors, en même temps, il y a un A380, c'est 2 avions moyens. Et c'est plus rapide que la rame pour aller à New York. Donc, oui, ça pollue moins. Enfin, ça pollue plus, mais c'est plus rapide. Après, c'est un arbitrage. On peut faire des avions électriques, on nous a des avions peut-être électriques. Ouais. Puis après, on réfléchira où est-ce qu'on va enterrer les déchets. En tout cas, l'année 2017 a été la plus sûre en matière de transport aérien depuis, je crois, l'après-guerre. Effectivement, il n'y a pas eu de grosses catastrophes. Eh bien, merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous. Et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue qui vous sera présenté par Guillaume Roquette.